Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez sûrement, actuellement, on est exposé à plein de modèles d'intelligence artificielle différents, ChatGPT, Midjourney, DALL-E. Il y a plein d'acteurs privés qui se saisissent de nos modèles de nos modèles, qui créent des modèles d'intelligence artificielle et qui les déploient de manière massive auprès des publics. Mais aujourd'hui, c'est pas notre question. Aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on peut se saisir de ces modèles d'intelligence artificielle dans des utilisations publiques, donc à la fois à la destination des citoyens ou à la destination des agents de la fonction publique. Et sur ce, je vais vous laisser commencer. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle François Loreys, je travaille au bureau économique de la province de Namur. Alors, le bureau économique, j'ai travaillé un petit peu en France, donc je vais essayer de faire un parallélisme. Je pense que c'est à peu près un syndicat mixte chez vous, et on travaille à l'échelle d'un département. Je vais vous présenter un projet. Alors, c'est plus qu'un projet, c'est un outil qui fonctionne, qui tourne depuis février-mars, depuis le printemps de cette année. D'abord, vous pitchez le projet en 5-10 minutes, et puis après, vous expliquez comment nous, dans une structure comme la nôtre, avec une centaine d'employés, qui travaillons sur une grande diversité de thématiques, on s'est emparé de l'intelligence artificielle, et on continue de le faire, alors, très modestement, mais comment dès 2020-2021, on a implémenté des projets et une dynamique autour de l'IA au sein de notre structure, en lien avec les agents de la collectivité chez nous, mais aussi des citoyens ou des publics avec qui on travaille. Donc le bureau économique de la province de Namur, différentes fonctions, différentes attributions. On travaille sur le développement économique du territoire, donc on accompagne les entreprises, des startups. L'autre grande partie, c'est le développement territorial. Moi, j'en fais partie. Donc on accompagne les collectivités locales, les communes, les villes de notre territoire, notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et depuis une petite dizaine d'années en termes d'enjeux, d'implication de l'enjeu du numérique dans les collectivités locales. Et puis on a un département qui représente beaucoup de personnes, surtout en matière d'ouvriers, qui est ce qu'on appelait le département de l'environnement. Donc on collecte, on trie, on valorise les déchets. Et c'est particulièrement sur ce secteur-là qu'on a travaillé sur le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc un actionnariat, 38 communes, une province. Donc c'est juste si je dis qu'on a un syndicat mixte, ça vous parle? Je pense que c'est à peu près ça. Un territoire rural avec une ville, Namur, mais le reste, c'est pas des villes du tout. C'est plutôt de la campagne et des petits villages. Au sein de BEP Environnement, on a une centaine de camions qui tournent sur l'ensemble du territoire, tous les jours, toutes les semaines. Et on a, alors je ne sais pas si c'est propre à la Belgique, à mon avis non, mais pas mal de gens qui râlent, qui se plaignent. On n'a pas ramassé mes déchets, j'ai sorti mon sac poubelle ce matin, on n'est pas venu le chercher. Ça représente beaucoup de plaintes par an. Alors on n'a pas que ce type de plaintes-là, mais on en a particulièrement beaucoup sur la collecte de déchets, sur le service que l'on offre au porte-à-porte aux citoyens. Et les statistiques montrent que plus de la moitié de ces plaintes, spécifiquement ces plaintes sur la collecte des déchets, sont infondées. Donc c'est les gens qui se sont trompés de jour, qui se sont trompés de type de déchets, qui ont sorti leur poubelle trop tard, le camion est passé plus tôt. Ça paraît très bête, mais chez nous, ça génère quand même beaucoup de plaintes, beaucoup d'appels, du stress chez les collègues. C'est pas très gai de répondre à ce genre de plaintes, surtout que les plaintes, elles sont pas souvent très sympathiques. Du coup, ça génère à la fois des coûts importants, un confort de travail pas très marrant, et puis des attentes particulières des citoyens. Et donc on a identifié là, spécifiquement sur ce projet-là, un bon use case pour travailler sur un projet d'intelligence artificielle. Alors l'outil, très concrètement, comment il se présente? L'objectif, vous l'avez compris, c'est donner une réponse plus rapide, plus fiable aux questions du citoyen. C'est pas toujours facile de dire ah oui, vous avez sorti à quelle heure avez-vous sorti votre poubelle? Est-ce que le camion est passé juste avant, juste après? Est-ce qu'il est bien passé devant chez vous? S'il est passé devant chez vous, est-ce qu'il est passé rapidement parce qu'il allait recollecter ailleurs, ou est-ce qu'il a été lentement et donc le collecteur, la personne qui s'accroche au camion a pu sortir, a pu prendre le camion, a pu prendre les poubelles? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. C'est pas si simple que ça. On dirait que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça de pouvoir répondre. L'autre grand objectif, améliorer le confort et le travail de mes collègues ici en l'occurrence. Et donc quelles sont les infos nécessaires pour pouvoir répondre à cette question? Est-ce que, oui ou non, vous avez sorti votre poubelle au bon moment aujourd'hui?
Il y a un certain nombre de questions ou de réponses qui sont données par le citoyen lui-même. Pour le moment, c'est un formulaire. Le citoyen se connecte sur la plateforme, remplit un formulaire. Ça permet de cibler exactement, de pouvoir bien lui poser la question. Il ne peut pas passer à suivant s'il n'a pas coché la bonne couleur de poubelle. À terme, et on est en train d'y travailler pour le moment, on intégrera ça dans un chatbot conversationnel un peu plus sympa peut-être par rapport aux citoyens. Mais pour le moment, avec le formulaire, ça fonctionne très bien. L'adresse, le type de déchet, le jour concerné. Derrière ça, on a un tas de données potentielles qu'on peut aller chercher. Nos camions sont géolocalisés, on a un calendrier des collectes, on a la tournée théorique du camion, mais entre la théorie et la pratique, tous les jours, il y a des nuances, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des bouchons, parce que le chauffeur a la liberté de changer pour faciliter ou pour optimiser son parcours. Je vous ai parlé de l'exemple de si un camion passe mais à trop grande vitesse, on n'a pas le temps de prendre le sac poubelle, on a besoin de sa vitesse et on a besoin de la distance entre le camion et l'adresse qui a été renseignée par le citoyen. Et donc tout ça, c'est l'IA qui va traiter l'information, qui va aller chercher l'ensemble des informations, qui va les croiser avec la demande du citoyen et quelle va être la réponse de cet outil-là. Une réponse technique que l'agent, chez nous, que mon collègue va recevoir avec voilà toutes les infos que l'outil a été recherché, la vitesse, la distance par rapport à l'adresse. Une adresse physique, parfois on peut être loin de la rue, pas loin de la rue, c'est des choses qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et donc on a un indice de fiabilité. Donc l'intelligence artificielle va dire oui, cette plainte est fondée, non, cette plainte n'est pas fondée, et va donner un indice de fiabilité aux collègues. Et puis l'outil va formuler déjà une réponse aux citoyens. Cette réponse ne va pas être envoyée directement aux citoyens, c'est une proposition de réponse qui va être faite à nos collègues, et en 1 minute, au lieu de 15 avant, 15 étant une moyenne, 1 minute n'étant pas une moyenne parce que c'est à peu près toujours 1 minute le temps de faire tourner les algorithmes, on a une réponse fiable. Quand je dis fiable, vu qu'on a l'indice de fiabilité, on sait si elle l'est ou si elle ne l'est pas, mais elle l'est dans 90% des cas, même un peu plus. On a une réponse adéquate à fournir à la plainte. Ça fait 1 an qu'on travaille sur l'outil. Aujourd'hui, depuis le printemps, tous mes collègues qui sont à la gestion du traitement de ces plaintes-là l'utilisent au quotidien et en sont très contents. C'était pas très difficile de mettre le chiffre 100% parce que c'est vraiment utilisé au quotidien par tout le monde. Le temps global de réponse aux plaintes, il n'y a pas que des plaintes sur les camions, il y en a plein d'autres, mais on voit que ça a été divisé par 2. Ça veut dire qu'en termes de temps de travail, en termes d'efficacité des collègues, on peut passer son temps à autre chose. On n'a pas réduit les effectifs du tout. On peut travailler sur autre chose, sur un rapport avec le citoyen beaucoup plus qualitatif, et on a pu trier très facilement les plaintes, les vraies plaintes, des plaintes qui n'étaient pas justes. Alors je voulais juste, pour terminer, contextualiser le projet. Comment on a implémenté ça au sein de la structure, au sein du BEP. On a commencé en 2021 dans le cadre d'un appel à candidature que la région Wallonne avait lancé, qui s'appelait Startia. Startia, c'était nous fournir un expert en intelligence artificielle pendant quelques journées au sein de l'entreprise pour réfléchir sur le potentiel de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. On a fait ça en 2021. C'était moi qui avais sollicité la région pour avoir ce financement. Et j'ai été chercher des personnes, pas tout à fait au hasard, dans chaque département, pour les mettre dans une même pièce en me disant tiens, ces personnes-là, ce n'étaient pas nécessairement des cadres, il n'y en avait qu'un, je pense. Au contraire, je me suis dit tiens, ces personnes-là, je pense qu'ils sont susceptibles d'avoir des idées, en tout cas d'être ouverts à ce type de technologie-là. On les a mis dans une pièce et on a réfléchi au potentiel de l'IA. C'était en 2021, je suis sûr qu'on le fera aujourd'hui. Ce serait tout à fait différent, il n'y avait pas de ChatGPT, l'IA, on ne savait pas encore très bien ce que c'était. On a dû commencer avec l'expert à repréciser ce que pouvait être l'IA d'abord. Et on a fait une grande cartographie de tout le potentiel de l'IA et on en a sorti un projet, celui qui a donné le projet que je viens de vous présenter, qui était celui dans lequel on s'est dit le potentiel d'optimisation des moyens était le plus grand en termes économiques, en termes de confort, en termes de services aux citoyens. Ce groupe de travail, on a souhaité le maintenir tout au long, enfin jusqu'à maintenant, il existe toujours, on est 6 ou 7 au sein de la structure à faire de la veille en matière d'intelligence artificielle. Il y a l'équipe IT, évidemment chez nous, on a une petite équipe IT qui fonctionne très bien, qui fait de la veille, mais on trouvait important que les personnes de métier au sein de chacune des structures en fassent aussi de leur côté pour appréhender le sujet,
pour après retourner vers l'IT en disant, tu sais, j'ai vu ça, moi je trouve que dans mon métier, ça pourrait être intéressant. Et donc cette dynamique, elle perdure au sein de la structure. Ce groupe-là permet aussi de convaincre, je ne sais pas si on a besoin de convaincre, mais en tout cas désacraliser l'intelligence artificielle auprès d'autres collègues qui ont une problématique, en matière de marché public par exemple. Je n'en sors pas dans mon analyse de marché public. Voilà, on teste un petit outil pour voir si ça peut être fiable ou pas. Ici, en l'occurrence, c'est moi qui l'avais testé avec un collègue, ça fonctionnait très bien. Et ça permet de désacraliser en disant, ben voilà, l'IA, ça te permet ça te permet de t'aider au quotidien dans ton travail. Et donc, ce groupe continue à perdurer. Je vais terminer par là. Au-delà de ça c'était le groupe de travail qui a finalement donné le projet également. Au-delà de ça, depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, on est en train de structurer en tout cas la démarche IA sur base de ce groupe de travail-là, avec une personne référente qui n'est pas moi. Moi, je suis là pour impulser ce genre de projet dans différentes thématiques, mais pas uniquement en matière d'IA. Je ne suis pas spécialiste de l'IA. Mais maintenant, on a un spécialiste de l'IA qui structure l'ensemble de la stratégie IA au sein de notre institution, en positionnant l'IA à la fois comme assistant personnel au quotidien de l'ensemble des employés, et aussi en positionnant l'IA pour faciliter le genre de process tel que je vous l'ai présenté dans la gestion et le tri des déchets. Voilà, je pense que j'ai fini, à la fois pour vous présenter le projet et comment il s'est inscrit et quelle dynamique ça a permis de créer au sein de l'institution. Et je serai disponible après pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas Mathieu Porte de l'IGN, que je vous prie d'excuser. Mathieu est malheureusement souffrant ce matin. Je suis Rudy Cambier, chef du département Innovation et Partenariat Industriel au sein de la direction des programmes et de l'appui aux politiques publiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Peut-être pour resituer quand même l'IGN, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien ou de très très loin. Donc l'IGN, c'est un établissement public administratif au niveau national sous double tutelle, ministère de la Transition écologique, mais également ministère de l'Agriculture et des forêts, puisque l'IGN a également la compétence forêt, la cartographie des forêts, le suivi de nos forêts françaises. On a notamment lancé il y a un peu plus d'un an maintenant un observatoire des forêts qui est en ligne si vous voulez le consulter et le suivre. Et donc l'IGN s'est intéressé au cours des derniers mois et des dernières années très fortement au potentiel du machine learning et de l'apprentissage profond pour développer et systématiser un certain nombre de tâches parfois lourdes et compliquées dans notre travail de cartographie et d'annotation. Et c'est en ce sens que je vais vous présenter aujourd'hui COSIA. COSIA pour couverture du sol par l'intelligence artificielle, l'occupation des sols et la cartographie de l'occupation des sols par l'IA, et vous expliquer aussi dans ce cadre notre démarche. Peut-être avant de rentrer directement sur les différentes classes de couverture du sol, peut-être vous redire aussi que l'IGN a accompli il y a quelques années maintenant une mutation, une transformation assez forte, avec aussi la volonté, au-delà des cartographies classiques que l'on développe à l'IGN, de également cartographier ce qu'on appelle l'anthropocène, ou du moins les effets du dérèglement climatique qui s'accentuent sur notre territoire. Et donc on s'inscrit vraiment dans cette logique d'être le cartographe du service public, y compris des collectivités, des institutions, de la société civile, mais pas que, et de développer des produits, des services numériques au service de l'intelligence territoriale, en ce qu'on propose vraiment une offre d'appui aux politiques publiques qui va permettre en fait de s'appuyer sur la cartographie pour accompagner les transitions, mieux connaître les territoires et justement opérer au niveau territorial un certain nombre de politiques publiques. Donc, observer, mesurer, décrire, c'est un point, en fait, 3 axes sur lesquels on travaille avec l'IGN. Alors, bien entendu, quand on évoque l'anthropocène, pour nous, c'est tous les enjeux liés à la transformation profonde de l'agriculture, aux forêts, je le disais, à la préservation de la biodiversité, aux enjeux de risques environnementaux et naturels, à la gestion du littoral, au recul du trait de côte. Ça peut être aussi les problématiques énergétiques, la gestion de l'eau. Enfin, voilà, vous voyez la diversité des thématiques sur lesquelles, effectivement, l'IGN peut apporter énormément d'éclairage grâce à la cartographie face aux enjeux auxquels on est confronté. Et donc pour nous, vous le comprendrez dans la présentation notamment que je vais faire,
On n'a pas appréhendé l'IA comme c'est un effet de mode, un phénomène de mode, et y compris les grandes institutions publiques s'intéressent et s'approprient l'IA parce qu'il faut faire de l'IA comme tout le monde. Nous, on s'est vraiment posé la question de savoir comment le machine learning et l'apprentissage profond allaient nous permettre de faciliter nos différents métiers, nos différentes activités. Donc peut-être juste quelques éléments quand même aussi avant d'entrer dans le concret. Pourquoi avoir recours à l'IA pour décrire le territoire? Je parle beaucoup donc, je parle pas trop d'intelligence artificielle. Moi, je préfère parler effectivement soit de machine learning, d'apprentissage profond, mais l'idée c'est, nous on part généralement d'imagerie aérienne. On a des avions qui survolent la France en moyenne tous les 3 ans pour photographier le territoire français. Donc on part de cette image aérienne, et nous on avait besoin aussi d'outils automatisés qui nous permettent en fait d'extraire de l'information à plus forte valeur ajoutée sur ces imageries, et aussi donc de les systématiser. Et donc pour nous, l'IA, vous allez le comprendre très vite, et notamment à travers COSIA, la vraie valeur ajoutée du machine learning et de l'apprentissage profond, c'est de nous permettre de passer plus rapidement de l'image aérienne à de la cartographie opérationnelle et utile, notamment pour les politiques publiques. Et donc c'est aussi généraliser plus rapidement, plus facilement, en garantissant un certain nombre de données fiables sur tout le territoire. C'est aussi l'enjeu et l'objectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec aussi les boîtes noires algorithmiques et parfois les biais, de ne pas biaiser justement ce passage à l'échelle, et en garantissant un certain nombre de fiabilité au niveau des données. Je vous donne un exemple, c'est nous, notamment COSIA, c'est, vous l'aurez compris, le suivi d'occupation des sols, avec tout l'enjeu que ça peut contenir en matière d'artificialisation des sols et d'enjeux de politique publique en matière de transition et d'occupation des sols. Nous, globalement, le challenge avec cette démarche COSIA de cartographie par l'IA, c'était de passer d'expérimentation par l'IA et le machine learning à toute petite échelle, c'est-à-dire tester les modèles et notamment les annotations à l'échelle, on va dire, d'un périmètre de 2000-3000 m², et de le généraliser ensuite, petit à petit, chemin faisant, à l'ensemble du territoire français. Je vois que ma batterie est faible, il faut que je fasse attention. Et donc c'est vraiment pour nous permettre de systématiser en quelque sorte les représentations du territoire. Donc ce qu'il faut retenir vraiment dans notre approche à travers COSIA, c'est donc du coup de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour passer à l'échelle très rapidement nos représentations cartographiques, en particulier sur l'occupation du sol. J'insiste aussi sur un point, c'est que du coup pour nous en tant que gros établissement public, ça a eu un impact sur nos ressources humaines et notre organisation aussi. Ça nous a obligés à former, à faire monter en compétences, mais aussi à recruter en conséquence. Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'experts IA. Mathieu en est le coordinateur, il est absent aujourd'hui, mais c'est lui qui pilote et coordonne l'ensemble de nos activités IA. Et donc l'importance aussi dans nos équipes de jouer la carte de la pluridisciplinarité, les itérations fréquentes nécessitant de l'expertise, des métiers en matière de géomatique, de photo-interprétation ou autre, pour vraiment aussi être toujours dans ce dialogue humain, machine learning, apprentissage profond, pour bien entendu contrôler les choses. Du coup, COSIA, à la base, c'était un prototype qu'on avait développé il y a quelques années à destination de tous les utilisateurs des services IGN, donc de cartographie, pour co-construire, donc là on reboucle aussi avec Numérique en commun, les cartes de couverture du sol par intelligence artificielle. Et donc assez ambitieux, puisque vous le voyez ici sur cette diapo, avec 16 classes de couverture du sol, les zones perméables, imperméables, le bâti, les piscines, les sols nus, les surfaces hauts, la neige, les conifères, le feuillu, la broussaille, les pelouses, les cultures, les terres labourées, les vignes. Enfin, vous voyez le dimensionnement en fait de nos classes de couverture de sol, avec aussi une résolution assez précise. On est à une résolution de 20 cm, et nos cibles prioritaires. Alors, premièrement, ont été les communautés géomatiques sans forte ressource en intelligence artificielle, mais c'est, comme je le dis tout à l'heure dans notre démarche d'appui aux politiques publiques, les communautés publiques qui voulaient aussi, pourquoi pas, s'appuyer sur les premiers prototypes qu'on avait développés pour eux-mêmes, justement, les réutiliser dans soit leur modèle ou soit dans leur usage des politiques publiques. Donc vous voyez ici tout le travail, pas forcément ici, et je n'en ai pas les compétences, c'est Mathieu qui les a, rentrer dans les détails techniques de l'apport de l'IA sur un produit et un service comme COSIA, sur les annotations et la constitution locale de jeux de notation, notamment pour des parcelles et pour l'étude de la couverture des sols. Mais vous voyez le côté très très intéressant ici, sur tous les traitements complémentaires et ce que nous a apporté l'IA, c'est de passer, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, et désolé pour le côté pixelisé, de passer d'une photo aérienne, grâce à de l'IA et aux annotations, à quelque chose de beaucoup plus précis et défini, et donc de mieux circonscrit sur justement les fameuses classes que j'évoquais en introduction, et un produit fini qui permet
visuellement et sur le plan cartographique, avec les 16 classes, de lire plus facilement justement la réalité de l'occupation des sols à l'échelle de son territoire. Et donc, vous l'aurez compris, à la base aussi, COSIA est une donnée brute. Hein. Toutes les données de l'hygiène, d'ailleurs, si elles vous intéressent, sont en open data. Donc, c'est des données que vous pouvez réutiliser, réexploiter, sur lesquelles vous pourrez travailler aussi avec nous. J'y reviendrai en conclusion tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, ce sont des données d'entrée pour cartographier le territoire. Et pour nous, en termes d'appui aux politiques publiques, l'intérêt de ces données sur COSIA, c'est de pouvoir traiter un certain nombre de sujets en lien avec l'imperméabilité, le foncier, la renaturation des villes, les enjeux autour de surface agricole, toute la problématique et bocage, dont on sait qu'elle est clé et primordiale dans la préservation de la biodiversité. Et donc, vraiment, en ce sens, nous, on pense qu'à l'hygiène, c'est vraiment un produit d'intérêt général. Et en tout cas, l'IA vient ici nous permettre de proposer un outil vraiment complet et abouti. Alors, c'est ce que je disais précédemment, j'avais un peu anticipé, c'est aussi finalement en quelque sorte, et notamment si vous allez sur nos outils en ligne, et je pense notamment à la plateforme GeoService, c'est aussi faire ces cartes soi-même, réutiliser nos outils, réutiliser nos données, les réexploiter, les intégrer dans vos modèles. Donc ça, c'est des choses effectivement que vous pouvez faire. Et puis peut-être en conclusion, c'est un point vraiment important puisqu'on est dans le cadre de numérique en commun et la thématique et la problématique est également, bien entendu, celle des communs. Vous dire que ces modèles d'IA, notamment sur la cartographie et l'occupation des sols, ne sont pas des modèles qu'on fait seuls, parce qu'on n'a pas toutes les compétences et tous les savoir-faire. Et Mathieu Porte, qui est notre coordinateur des activités en intelligence artificielle, a lancé un challenge qui s'appelle le Challenge Flair, qui est un challenge collaboratif qui était dans un premier temps essentiellement dirigé vers les communautés scientifiques, mais on s'est vu aussi que des entreprises, des startups, voire des industriels s'étaient emparés de nos jeux de données. Et ce Challenge Flair, il est d'ouvrir nos données, mais pas que, ouvrir aussi nos modèles algorithmiques pour que aussi les communautés s'en emparent, les réutilisent certes, mais aussi, pourquoi pas, contribuent à améliorer le modèle, à tester d'autres modèles et à approfondir et à reverser à la communauté justement ce travail sur les données et également sur l'algorithmie. Et ce Challenge Flair, vraiment, j'insiste et je salue ici le travail de toute l'équipe IA et de Mathieu sur ces challenges, c'est que c'était un jeu de données géospatiales France entière. C'était plus de 20 milliards, alors désolé pour la technique, mais de pixels à noter et des données acquises sur 50 départements. Donc juste pour que vous puissiez avoir un ordre de représentation, hein, c'est l'un des plus importants datasets existants au monde pour entraîner des modèles d'IA sur l'occupation des sols. Donc ça vous montre quand même le travail et l'investissement des équipes sur ces sujets. Et donc vraiment, ça nous a permis, sur ce travail et ce Challenge Flair, de travailler avec les communautés scientifiques et également avec certaines startups pour améliorer nos modèles et travailler en mode ouvert et en mode commun sur cette approche et nos outils de cartographie de couverture des sols. C'est pour ça que je termine en conclusion, peut-être toujours pour faire le lien avec les communs, où sur les Flair modèles et sur les différents modèles, les classes, vous pouvez en fait nous retrouver et aller directement sur notre GitHub, sur le Hugging Face aussi pour retrouver également les jeux de données, sur le GitHub pour retrouver les codes. Mais voilà, sachez que ce sont des modèles et des données qui sont ouvertes et réutilisables, réemployables et améliorables collectivement dans une démarche de commun. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alessandro Cerioni, je travaille à l'État de Genève en tant que Data Scientist, mais aujourd'hui je représente le STDL, le Swiss Territorial Data Lab, que je vais vous présenter bien sûr. Et en particulier, je vais vous présenter un projet, un cas d'application de l'IA pour la segmentation automatique du sol. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous présente donc cette initiative STDL. En quelques mots, le STDL est un bac à sable pour l'innovation en matière de géodonnées au sein des administrations publiques suisses. Le STDL est une mesure de la stratégie suisse pour la géoinformation. Il a été créé en 2020 et avec trois missions principales. La première étant la résolution de problèmes concrets. Donc on parle de vraiment application, donc problèmes concrets des ambitions publiques suisses grâce à la science des géodonnées.
La deuxième mission, c'est la favorisation de l'innovation collective, notamment grâce à la co-création, et puis faire les ponts entre la recherche scientifique et les applications. Avant toute autre chose, le STL est composé par une équipe. Nous avons des Geodata Scientists, entre guillemets à géométrie variable. Entre 2020 et aujourd'hui, nous avons eu entre 4 et 7 personnes, majoritairement des jeunes femmes. Et 2 experts en géoinformation, 2 chefs de projet, un comité de pilotage. En termes d'équipe de Geodata Scientists dont je fais partie, donc me voici ici. Moi, je travaille à l'État de Genève et je peux collaborer à temps partiel à hauteur du 20% avec ce dispositif national. Clémence, Gwenaëlle et Clotilde travaillent pour Exolabs, qui est une société privée prestataire du STDL, un spin-off de tout Polytechnique de Zurich. Swan vient de nous rejoindre, il est étudiant à l'EPFL, il est embauché par Usufly en tant que stagiaire, mais c'est avec le STL qu'il travaillera pour son mémoire de fin d'études. Welly et Corentin travaillent respectivement au canton de Zurich et au canton de Neuchâtel, et puis nous avons Roxane et Raphaël qui travaillent pour Suisse Topo, l'Office fédéral de la topographie. Le comité de pilotage est composé par des représentants des différentes organisations publiques suisses, par différentes organisations publiques suisses, dont l'État de Genève qui m'emploie, dont aussi Suisse Topo, le canton de Neuchâtel, la stratégie suisse pour la géoinformation, la Confédération et Suisse Topo. En termes d'approche, le STDL prend en charge des projets que nous appelons projets exploratoires sur une durée prévisionnelle de 6 à 8 mois. Je dis prévisionnelle parce que parfois il nous est déjà arrivé de devoir dépasser ce temps limite de 8 mois. Les projets, en fait, à partir de notre site web, tout acteur public suisse peut soumettre des idées à projets qui sont ensuite passés en revue à la fois par l'équipe de Geodata Scientists pour évaluer la faisabilité technique et aussi par le comité de pilotage qui s'exprime pour ou contre. Donc on a une sorte de go, no go. Et une fois le go obtenu et le temps de libérer des ressources, il y a 2 Geodata Scientists qui sont affectés à chaque projet avec un Geodata Scientist, plutôt une, comme il y a une majorité féminine, qui a le rôle de leader et une autre, le rôle de follower. Ce travail en binôme permet de garantir que le code qui est produit soit lu au moins par 2 personnes, soit exécuté au moins par 2 personnes. Donc c'est une manière de renforcer la qualité de ce qui est livré. On bénéficie donc du regard croisé aussi en termes de recherche et correction de bugs. N'empêche qu'après, au-delà de ces 2 personnes qui sont activement engagées sur un projet, moi-même j'interviens en tant que senior data scientist, donc j'ai des échanges réguliers avec les 2 personnes qui travaillent sur un projet et aussi en chef de projet. Les bénéficiaires, qui sont aussi des experts métiers au sein de différentes administrations publiques suisses, sont impliqués tout le long de chaque projet. Nous avançons par des itérations courtes de 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, il y a un point d'étape qui est fait entre l'équipe technique et les bénéficiaires. Et c'est l'occasion de présenter les nouveaux résultats, de voir si on a des questions aussi métiers, s'il y a des données qui manquent. Alors c'est question de demander aux bénéficiaires de nous appuyer, de nous aider aussi à la recherche des données nécessaires. En termes d'infrastructures de calcul et outils collaboratifs, nous nous appuyons sur des ressources cloud. Et en fait, de ce fait, nous avons une liberté vraiment totale d'utiliser. Il n'y a pas de frein en fait relatif à l'accès aux ressources.
bien que ce soit du cloud, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser des API prédictives ou des solutions qui n'existent qu'auprès de quelques opérateurs du cloud. Nous utilisons des machines virtuelles propulsées par des GPU et nous faisons donc Linux et nous faisons tourner nos algorithmes là-dedans en fait. L'idée étant à moins que ce soit vraiment, ça s'avère nécessaire, de s'en sortir avec des méthodologies qui soient le plus possible reproductibles par ailleurs, en fait, de ne pas avoir d'adhérence forte par rapport à une solution du cloud plutôt qu'une autre. Une chose que je n'ai pas dite, mais j'en profite pour la préciser, les comités de pilotage évaluent les projets aussi sur la base de leur potentiel de reproductibilité pour d'autres administrations publiques suisses, ou même plutôt suisses parce que c'est un dispositif suisse, mais l'idée étant de profiter à la limite de l'attention portée par un canton, par un office fédéral sur quelque chose, pour ensuite proposer à d'autres de réutiliser, de redéployer la même méthodologie. Que le résultat soit concluant ou pas, parce qu'on parle de projet exploratoire, on s'engage sur le temps qu'on va y passer, sur le sérieux, sur l'approche, mais pas sur les résultats. Tout ce qu'on fait est documenté. La documentation est disponible en ligne sous licence Creative Commons, donc ça devient en commun. Par rapport à ce qui se fait dans la recherche, où justement peut-être les résultats négatifs ne sont pas trop publiés, nous adoptons une approche très transparente. Le code que nous développons est aussi disponible en open source sous licence MIT. Dans les cas où, une fois un projet achevé, d'autres acteurs soient intéressés à son déploiement, c'est une chose qui s'est déjà produite. Des sociétés privées peuvent récupérer le code et l'utiliser pour produire des résultats au bénéfice d'autres acteurs. Le choix d'une licence MIT, qui est l'une des licences les plus permissives, n'empêche donc aucune réutilisation, y compris les réutilisations commerciales. Nous n'avons pas souhaité verrouiller, disons, brider le potentiel de réutilisation. En termes de, voilà, pour montrer quelques chiffres, depuis sa création en 2020, nous avons pu travailler sur une vingtaine de projets, dont la moitié sont passés déjà en production auprès des différents bénéficiaires. Et nous avons pu impliquer 16 administrations publiques suisses. L'implication se fait par les projets, mais aussi par le fait qu'une fois par mois, nous nous rencontrons en présentiel, parce que c'est une équipe qui ne travaille pas tout au même endroit. On a une cellule à Genève, une autre à Berne, et une fois par mois, on se rencontre en présentiel, on fait le choix. On se fait inviter, disons, par différentes organisations pour pouvoir aussi aller à la rencontre des besoins, des métiers, pour que les gens nous présentent aussi leur travail. Et donc, en fait, petit à petit, au bout de 2020, nous avons réussi à intercepter une certaine communauté, à fédérer cette communauté autour des usages de l'IA. Sur certains projets, il y avait plus qu'un seul bénéficiaire. Et alors aussi, les experts métiers de différentes organisations ont eu l'occasion de parler ensemble, de se partager des expériences. Donc, je trouve, et j'espère que voilà, le message passe, que c'est en soi aussi une initiative très, très intéressante de ce point de vue de cette opération un peu de remix qu'on fait au niveau national. Sachez aussi que par rapport à ce qui peut être vrai en France, la Suisse est composée par 26 cantons et 26 petits États avec des manières de faire différentes. C'est beaucoup plus décentralisé par rapport à la France. Donc ce type d'initiative arrive aussi à implémenter une certaine cohésion. Je passe maintenant sur la présentation de cette application concrète de l'IA. Rudy de l'hygiène est parti, mais je dois le remercier parce qu'il a vraiment préparé le terrain pour ma présentation. On ne s'était pas accordé avant, donc c'est vraiment une très belle coïncidence. Ce projet a été mené à bien principalement par Nicolas, qui était stagiaire chez Suisse Topo. Clotilde, qui fait encore partie de l'équipe technique du STDL, et puis 2 experts métiers du canton de Fribourg qui étaient mandants de ce projet et un premier bénéficiaire, donc Thilo et Daniel.
En termes de contexte, il y a en Suisse une ordonnance qui est entrée en vigueur en 1998, qui s'appelle l'ordonnance sur les attentes portées au sol. Dans cette ordonnance, nous retrouvons une définition de sol fertile et on fait mention d'un devoir d'observation par la Confédération et de surveillance par les cantons du sol. Et étant donné que, sur la base d'un constat qui a été fait par les mandants, par les cantons de Fribourg, c'est-à-dire que, oui, des cartes existaient déjà, par exemple la carte de la couverture du sol ou des milieux naturels, mais en fait la granularité temporelle, mais surtout spatiale de cette carte préexistante n'est pas suffisante, n'est pas assez fine. J'aurai les moyens de l'objectiver, mais saisir manuellement de la donnée est une tâche assez fastidieuse. Et alors les cantons de Fribourg nous a demandé de voir si on pouvait trouver quelques solutions plus malines. Parmi les enjeux qui appuient l'intérêt d'un tel projet, il y a l'objectif de zéro consommation nette du sol à l'horizon 2050, qui est un objectif pas seulement fixé par la France, mais aussi par la Suisse. Et en termes d'objectifs, donc c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qui a été présenté par Louis tout à l'heure, étant donné qu'ici il s'agit de produire des segmentations binaires de photos aériennes avec les deux classes sol et non sol. Donc, techniquement, c'est pour chaque pixel de la photo, il faut lui associer une classe parmi ces deux choix possibles. Pour ce faire, nous avons pu nous appuyer à propos de comment, sur des modèles préexistants qui nous ont été fournis par l'IGN. Voilà. Rudy a présenté effectivement la panoplie de modèles disponibles en accès libre sur Hugging Face. Pour être précis, l'IGN nous a vraiment partagé des prédictions. Donc nous avons fourni de la donnée sur laquelle nous avions de la vérité terrain en fait, sur laquelle nous connaissions la bonne réponse. Puis nous avons demandé à des personnes de l'IGN de produire des prédictions sur cette zone-là, pour ensuite évaluer la qualité des prédictions sur la base d'une métrique qui était concordée avec le bénéficiaire. La HEIGVD initialement nous a fourni les prédictions et puis ensuite le modèle, donc c'est le modèle qui s'est avéré le plus prometteur et qui a fait l'objet d'un fine-tuning. Et puis un modèle fourni par l'OFS, donc l'Office fédéral de la statistique. Nous avons pu utiliser des images avec plusieurs résolutions en termes de la résolution qu'on appelle Ground Sampling Distance, donc 10, 20 et 40 cm par pixel. Et comme déjà dit, les modèles qui s'est avéré les plus prometteurs, celui qui était optimisé par c'est la Haute École d'ingénierie et gestion du canton de Vaud, donc HEIGVD, a fait l'objet d'un fine-tuning qui a comporté une nette amélioration des résultats. En termes de données utilisées pour ce projet, étant donné que nous avons trouvé les modèles avant les données, nous sommes allés à la recherche des données nécessaires pour produire des inférences. Nous avons utilisé des images aériennes orthorectifiées qui sont fournies par la Swiss Topo, qui sont disponibles sur toute la Suisse. Donc ici, il y avait une flèche qui pointe vers reproductibilité. Nous avons tenté l'utilisation du MNS et du MNT pour calculer l'élévation, étant donné que l'un des modèles de l'IGN utilisait un canal élévation comme variable prédictive, mais son usage ne s'est pas avéré particulièrement intéressant, d'où la couleur un peu grise dans cette diapo. Les cantons de Fribourg, mandant de ce projet, a contribué pas seulement par l'expertise métier, mais aussi en termes de données. Nous fournissons des données de référence vétéran sur un périmètre de presque 10 km². Donc, 325 heures sont avérées nécessaires pour saisir cette donnée vérité terrain. Sachez que le modèle demande une demi-heure pour calculer, pour segmenter des images sur 10 km². Voilà, donc après, on peut se poser des questions sur ce qu'on fait avec le temps qu'on gagne, parce que voilà, c'est aussi une question, je pense, à se poser. Mais voilà, certainement que c'est une opération pas particulièrement
Val d'Horizon, c'est plutôt fastidieux de saisir de la donnée. Et donc là, on fait appel, on fait recours à l'IA pour se faire aider dans des tâches de ce type-là. Rudy de l'IGN a déjà présenté le Challenge Flair, donc le premier date de 2022. Effectivement, il y a un très joli dataset couvrant 980 km² de territoire français. Et comme voilà, il n'y a rien qui, comment dire, discriminant entre la saisie sur un territoire plutôt qu'un autre. Nous avons pu utiliser ça pour fine-tuner le modèle de la HEGVD. Et en termes de résultats, donc c'est ma avant-dernière diapositive, nous avons pu mesurer un taux de fiabilité du 94% en termes de MCC, c'est le coefficient de corrélation de Matthew, une métrique qui a été concordée avec le bénéficiaire. Ça aussi, c'est très intéressant parce que nous aussi, quand nous interagissons avec des bénéficiaires, il y a toujours un côté pédagogique, on explique, etc. Et donc aussi, on se met d'accord autour de, voilà, des métriques à utiliser. Quand je disais que parmi les missions du SLL, il y a l'innovation collective par la co-création, effectivement, c'est un levier de monter en compétences, etc. Nous n'avons pas pu confirmer d'intérêt dans une segmentation multiclasse. Comme Rudy l'a présenté, on aurait pu travailler avec beaucoup plus que 2 classes et ensuite compresser, disons, réduire, merger, fusionner les sous-classes selon l'appartenance à sol et non-sol, mais ça n'a pas été particulièrement prometteur. Par contre, une approche multi-résolution où le modèle apprend sur la base d'images à 10, 20 et 40 cm, c'est assez prometteur. En ce moment, nous sommes en train de produire de la segmentation sur tous les cantons de Fribourg. Donc, on nous a demandé d'aller au-delà de l'expérimentation, de faire le job, voilà, oui. Et à venir, probablement, le même projet sera répliqué au canton de Bâle-Ville et au canton de Vaud. Dernière diapositive. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter nos sites web. On en a 2, un site grand public, un site technique. Je vous invite aussi à vous abonner à notre page LinkedIn. Une fois par semaine, nous publions un post relatif à des travaux de recherche ou des outils liés à la géoinformation. Donc, c'est le seul spam que vous risquez de recevoir si jamais, et je vous invite à le faire, vous inscrivez. Je disais, donc, notre code est disponible en open source, donc nous avons un espace dans GitHub et n'hésitez pas à nous contacter si jamais donc, vous souhaitez vraiment en savoir plus ou un accompagnement dans la réutilisation de quelques méthodologies sur lesquelles nous avons pu travailler. Merci pour votre attention.